L'audioguide historique de Huntingdon. L'audioguide est divisé en deux parcours. Vous écoutez le parcours 2. Vous êtes à côté de l'horloge publique. Dirigez-vous vers le centre-ville pour découvrir d'autres facettes de l'histoire de Huntingdon. Qui est Dalhousie? La rue Dalhousie, anciennement nommée Burton Street, est nommée ainsi pour commémorer George Ramsay, 9e comte de Dalhousie. Né en octobre 1770, il a été soldat, administrateur et gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique en 1820 et 1828. Enrôlé dans l'armée britannique en 1788, il sert en Espagne et en France de 1812 à 1814. Après avoir participé contre Napoléon à la bataille de Waterloo en 1815, il est nommé lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse puis gouverneur en chef du Canada en 1820. Connu pour ses opinions autoritaires, Dalhousie affronte la majorité canadienne-française menée par Louis-Joseph Papineau. Après son départ du Canada, il est nommé commandant en chef des forces armées en Inde de 1829 à 1832. Il décède à Dalhousie Castle, en Écosse, le 21 mars 1838. La fontaine de la tempérance fabriquée par la compagnie américaine Jenks Drinking Fountain Company a été conçue pour résister au gel. Elle a été installée symboliquement devant l'hôtel central de Huntingdon, détruit par le feu en 1910. Enlevée durant les années 1980, la fontaine a été remise en fonction de manière saisonnière par la ville il y a quelques années. Qui est Bouchette? Cette rue rappelle la mémoire de Joseph Bouchette. Né à Québec en 1774, il s'engage comme dessinateur chez son oncle, Samuel Hollande, alors arpenteur général de la province de Québec. En 1791, il devient arpenteur géomètre et entre dans la marine. À la mort de son oncle en 1801, il le remplace à titre d'arpenteur général du Bas-Canada, poste qu'il occupera toute sa vie. Joseph Bouchette lance en 1814 le projet de publier une carte topographique des parties les mieux établies de la province de Québec, qui sera accompagnée d'une description géographique. Promu lieutenant-colonel dans l'armée, il constate l'urgence de pouvoir disposer d'une bonne carte topographique en cas de guerre, et aussi en vue du peuplement des cantons, dont ceux du sud-ouest du Québec, Hinchinbrook, Godmanchester et Hemingford. En 1829, il entreprend de préparer une seconde édition de sa description topographique de 1815. Joseph Bouchette a laissé une œuvre incomparable en géographie cartographique. Il décède à Montréal en 1841. Vous pouvez vous asseoir sur les bancs entourant la fontaine de la tempérance pour écouter la station 7, Eastern Townships Bank. Salut, je m'appelle Pierre, je connais pas trop la place. Je suis nouveau à Huntingdon, je viens de Montréal. Salut, moi c'est Mario, bienvenue chez nous. Je peux te faire un petit tour si tu veux. Je veux bien, mais là, j'ai surtout besoin de trouver une banque. Ça tombe bien, il y en a une proche. Ok, je te suis. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qui, c'est ça? Ah, je comprends votre surprise. C'est pas tous les jours qu'on voit un fantôme. Je suis comme Gaspard. Je suis un gentil fantôme. Je me présente. Je suis Andrew Somerville. J'ai cru entendre que vous cherchiez une banque. Je suis le premier président du conseil d'administration de la Eastern Township Bank. Laissez-moi vous raconter notre histoire. Je vous écoute, monsieur le fantôme. En 1905, le développement économique de Huntingdon justifiait l'aménagement de nouveaux locaux dans l'édifice qui, de nos jours, abrite encore la succursale de la rue Châteauguay. Ben oui, regarde en haut, Pierre.
l'emblème de la Eastern Township Bank. C'est inscrit ETB sur la partie sud, en haut de l'édifice. C'est juste. Mais en 1912, la Eastern Township Bank fut achetée par la Banque canadienne de commerce dans le cadre d'un plan d'acquisition. Aujourd'hui, c'est la Banque CIBC. Oui, la Banque canadienne de commerce fusionna en 1961 avec la Banque impériale du Canada pour devenir la Banque canadienne impériale de commerce. C'est vraiment un bel édifice. Tout à fait. L'édifice offre un intérêt architectural particulier. L'architecte Alfred Arthur Cox a conçu un immeuble imposant en briques rouges avec plein de détails architecturaux, des œils de bœuf et de détails de style mosquée ornant la partie supérieure de l'édifice. À l'intérieur du bâtiment, le magnifique plafond en dôme a soigneusement été préservé. J'ai vu dans le journal local que la CIBC fêtait ses 125 ans de présence à Huntingdon en 2012. C'est vrai. Et lors du centenaire de l'établissement de la Eastern Township Bank et de la CIBC à Huntingdon, en 1987, le joueur étoile du Canadien de Montréal, Patrick Roy, est venu accueillir les enfants de la région à l'occasion d'une journée réservée aux enfants. Trop cool! C'est mon joueur de hockey préféré. Bon, ben, v'là ta banque, Pierre. Merci, Mario. Et merci à vous, Monsieur Somerville. Tout le plaisir était pour moi. Goodbye. La station 8 est tout près. Il s'agit du bâtiment situé au 165 Châteauguay. Entrez dans la cour arrière pour écouter la suite. Station 8, l'église St. Andrews. Bonjour, je suis John Hunter. En fait, je suis son fantôme. J'étais un des premiers colons à s'installer à Huntingdon. Je vous raconte l'histoire de l'église St. Andrews. Celle que vous regardez est la deuxième. Elle a été construite en 1861. Nous sommes en 1834. Il y a plus de 10 ans que je suis ici. L'église n'est toujours pas complétée. Depuis 3 ans, le révérend presbytérien Miller prêche dans l'école de la rue Lerne. Depuis l'automne 1833, les fidèles lèvent une corvée pour abattre de nouveaux arbres et faire la charpente.
En 1834, le bâtiment fut couvert. On choisit la pointe en amont du pont. Le site servait de lavoir aux femmes du village qui y lavaient et y séchaient leurs vêtements. Regarde ça, April. Ils construisent enfin l'église. Wow, ce sera joli, Karen. Nous aurons enfin notre église en bois. Depuis le temps que l'on l'attend. C'est le révérend Walker qui sera content. Bonjour, révérend Walker. Bonjour, mesdames. Regardez-moi ça. Une fois les murs fermés, il ne restera qu'à la compléter. On ne connaît pas grand-chose de cette première église. Pour le cimetière, il faut revenir en 1832. Cette année-là, la première personne fut mise en terre dans le cimetière. C'était un enfant de la famille Bryant. Son père demanda la permission de l'enterrer près de la rivière. Le second que l'on inhuma fut Andrew Cowan, un draveur qui s'est noyé à Dewitteville. Lui, on l'enterra près de la route, habillé comme on l'avait trouvé. Cette bande de terre entre la route et la rivière devint le cimetière. Et l'habitude d'avoir l'église à côté du cimetière est à l'origine de la décision de construire l'église à cet endroit. Plusieurs animaux packagent dans le cimetière. Il faudrait absolument faire quelque chose. À quoi songez-vous, révérend? Nous devons installer une clôture autour du cimetière. Cela a été fait en 1836. Puis, quelques révérends se sont succédés. À la fin des années 1850, on prit la décision de construire une nouvelle église. Cette seconde église, en pierre, a été érigée un peu à l'est de la première en 1861. Cette église servira 45 ans jusqu'à la construction en 1906 de la grande église actuelle à l'angle de la rue Prince et d'Aluzy. C'est un vrai bijou d'architecture. Depuis, l'ancienne église devient le Grove Hall. Le cimetière protestant de Huntingdon est aujourd'hui situé près de la limite de la ville, sur la rue François Klein. Il a été mis en place au début des années 1880. Le premier cimetière a été abandonné. Edward, peux-tu m'aider, please? J'ai de la misère à déplacer cette tombe. Yes, j'arrive, Frank. Attends un petit peu. C'est donc bien lourd! Louise, Thomas, venez nous aider. Oh, je crois que c'est que craque. Aide-moi, Thomas. Oh non! Retiens-le! Sinon, il va s'effondrer! Je ne veux pas que ça arrive. Ok, aide-moi à le mettre sur la charrette. Dépêche-toi. Vite, Thomas. Je me dépêche, Louis. Je fais de mon mieux. Calme-toi. Ouf, on a réussi. Chargeons la pierre tombale maintenant. Pendant la période d'abandon, les familles étaient invitées à déplacer les pierres tombales et les restes de leurs proches dans le nouveau cimetière. Une légende raconte qu'il y a encore quelques sépultures dans le vieux cimetière. La salle du Grove Hall existe encore aujourd'hui. Après avoir longtemps abrité un commerce, il a maintenant une nouvelle vie. Depuis 2012, c'est une salle dédiée aux arts de la scène. Il y a des spectacles de danse, de musique et de théâtre. Maintenant, dirigez-vous vers la station 9, le premier bâtiment de la Eastern Township Banks. C'est à 2 pas.
Wow! Regarde le beau travail de bricolage de ce bâtiment. C'est un style particulier qu'on voit pas partout. Il y a même des fenêtres en arc en plein cintre. Voici. C'est ici, à l'intersection de la rue Châteauguay et de l'avenue Lorne, qu'en 1887, une banque régionale appelée Eastern Township Bank décidait d'ouvrir une succursale à Huntingdon. Le siège social de cette banque était à Sherbrooke. C'est M. Daniel Boyd et moi-même qui avons travaillé pour faire ouvrir cette succursale à Huntingdon. Cette banque a été impliquée dans le financement de plusieurs projets. On aura tout vu. Je me demande s'il y a d'autres fantômes à Huntingdon. La station 10 est tout près. Traversez la rue et rendez-vous dans le parc en face de la rivière. Il y a même 2 bancs un peu plus loin. La station 10, la fonderie Boyd et compagnie. Bonjour, monsieur. Je suis new ici. Je connais personne. Peux-tu m'aider? Ça dépend. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je m'appelle Peter et je recherche un travail. On m'a dit que vous avez peut-être besoin d'un coup de main. Moi, c'est John. Il faudrait voir avec Daniel, mon partenaire. Depuis quand tu es ici? Je suis arrivé au Canada il y a 2 mois. Je viens d'England. J'ai entendu parler de votre fonderie et comme j'ai un peu d'expérience dans une shop, je me suis dit que je pourrais être utile. Où, en Angleterre? Près de Liverpool. Le monde est petit. J'ai des cousins là-bas. Viens, je t'emmène voir Daniel et faire un tour de la fonderie. C'est ici que nous montons la faucheuse Buckeye. Le principe est simple. Un cheval tire la faucheuse et le mouvement des roues actionne le cisaillement de couteau ajustable au ras le sol. Elle est de plus en plus populaire. OK, c'est ici que je vais travailler. Nous allons voir avec Daniel. Ici, nous fabriquons les Tiger Rake. Ce sont des râteaux à foin. Cela permet aux cultivateurs de sauver beaucoup de temps. Et beaucoup de travail. Oui, viens, je te montre la batteuse mécanisée. C'est gros. L'idée est simple, mais la machine complexe. Il faut un mécanisme qui, à la fois, bat les tiges pour en détacher les grains et actionne un convoyeur qui amène les grains dans un réservoir. C'est la plus chère de nos machines. C'est efficace? En effet, un agriculteur qui a besoin d'une semaine complète avec une faux et un fléau pour produire 20 bosseaux de blé est maintenant capable de produire autant en une seule journée. C'est une révolution agricole. Exactement. Et nous en profitons. Voilà le bureau de Daniel. Come in. Peter, voici Daniel. Bonjour, Peter. Bonjour, Monsieur Boyd. Toute une entreprise que vous avez. J'aimerais bien en faire partie. Oui, ça a bien changé depuis le temps où nous avons acheté l'ancien moulin Percy de Monsieur Knox. Nous avons agrandi les installations. Nous sommes fiers d'être la première manufacture de Huntingdon. Que peux-tu faire? J'ai été apprenti machiniste à Liverpool, dans une manufacture de chariots de mine. Machiniste, hein? Comme moi. C'est ce que je faisais quand je suis arrivé à Montréal en 1852. Ensuite, j'étais contremaître dans une manufacture de batteuses. Je suis arrivé à Huntingdon en 1865. Maintenant, je suis patron. Ça va bien la business? Oui, pas mal. Nous vendons surtout aux fermiers de l'autre côté de la frontière. Nous vendons dans la région, mais c'est les États-Unis notre plus grand marché.
Daniel Boyd a éventuellement racheté les parts de Gillies. Mais, en 1876, la politique du premier ministre John A. Macdonald ferma le marché américain aux produits canadiens. Cette politique visait à aider les grands centres industriels canadiens comme Montréal, mais était défavorable aux petites entreprises régionales. Peu de temps après, Boyd a fait faillite. En 1929, Hiram Leach Son, manufacturier textile de Bradford, en Angleterre, s'intéressa à Huntingdon. À l'époque, le seul bâtiment disponible pour les accueillir était l'ancienne fonderie de Daniel Boyd. L'entreprise connut des débuts difficiles et fait faillite en 1931. En 1939, François E. Klein, qui avait pris son métier en Angleterre, s'installa à Huntington et mit sur pied l'entreprise Spinner Limited. Spinners fournissait le fil pour les métiers à tisser de Leach Textile. En 1940, Fawcett fonda Fawcett & Grant Limited, alors que la demande de matériel explosait dans le contexte de l'effort de guerre. Dès 1945, ces entreprises textiles locales se consolidèrent pour devenir Klein & Tinker. En 2005, l'entreprise fut délocalisée à la faveur d'intérêts américains qui fermèrent les installations de Huntingdon. Ce fut un dur coup pour la région. L'ancienne usine Klein & Tinker de la rue Lorne abrite maintenant la bibliothèque municipale, la maison des jeunes de Huntington et une friperie communautaire. Station 11, le moulin Percy Bowron. Bonjour, je suis le fantôme de Benjamin Palmer, le premier colon à s'installer sur le bord de la rivière Chateauguay en 1817. Je suis originaire du Vermont. Je suis seul depuis 3 ans là où naîtra Huntingdon. Un beau jour de printemps 1820, alors que je semais des pommes de terre dans le potager, 3 Américains arrivent. David, regarde là-bas. Il y a une cabane plus rapide. Nous ne sommes pas seuls. Allons le voir pour se présenter. Bonjour, monsieur. On ne pensait pas rencontrer quelqu'un ici. Nous sommes les Percy Brothers. Nous venons de Greenton Hollow, du côté américain de la frontière de l'État de New York. Eh bien, je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un ici. Qui êtes-vous? Quelle surprise! Il y a un moment que je n'ai pas vu du Nouveau Monde. Je me présente. Je suis Benjamin Palmer. Que faites-vous ici? Nous cherchons un emplacement où garder rapide. On veut y faire un moulin assis. Un moulin assis? Vraiment? Ça tombe bien pour vous. Il y a de la place là-bas. Mais on est rapide. J'appelle ce lieu Long Rapid. J'ai hébergé les frères Percy dans ma cabane quelques jours, le temps qu'ils s'en construisent une. Plus tard, durant l'été, ils ont construit un barrage bas fait de bois qui permettait à l'eau d'alimenter en énergie le petit moulin assis, érigé sur la rive sud de la rivière Chateauguay. L'année suivante, en 1821, John Hunter, un Écossais d'origine, arrive, avec un Canadien français engagé pour déboiser un emplacement. Il s'installe sur la rive nord de la rivière, en face des moulins des Percy. Puis, vers 1823 ou 24, c'est le nouvel agent des terres de la couronne, William Barron, qui arrive. Oh, Monsieur Percy, montrez-moi votre titre de propriété, s'il vous plaît. Mais nous n'en avons pas, Monsieur Barron. Alors, si vous ne payez pas toute la valeur du lot dans les 30 jours, vous serez expulsé. Évidemment, les frères Percy n'avaient pas les sous pour payer. Ils furent expulsés et Barron acquit à peu de frais le lot et le petit moulin assis. Je vais faire grandir le moulin des Percy pour en faire un moulin à farine. L'agrandissement est une grosse affaire. Il fallait 2 meules taillées dans la pierre locale. Ces meules ont été taillées par un Américain du nom de Tripp. C'est lui que Barron engage comme premier meunier. Les sacs des clients étaient entreposés au 2e étage du moulin. Lorsque le client recevait son sac, il le tamissait lui-même à la main. Le moulin était actionné par une roue à aube poussée par-dessous. Hey, Monsieur Barron, un pont serait utile. Je peux pas joindre votre moulin sans embarcation. Je le sais, Monsieur Wallace. Le grand envoyé de Léry a accepté l'idée. Le pont fut construit au milieu des rapides par 2 Américains au coût de 1000 $. C'était en octobre 1824. Le pont était supporté par 6 tréteaux faits de poutres d'un pied carré supportant 5 dormants de 12 pouces carrés et de 40 pieds de long.
Le parapet serait de 3 pieds de hauteur. Les cultivateurs disent que ma digue et le pont provoquent les inondations de leur terre. Il faut que je trouve une solution avant d'être poursuivi en justice. Barron fait alors construire un bief d'environ 250 mètres pour mener l'eau de la tête du rapide au moulin. Ceci a permis de baisser la hauteur du barrage sur la rivière. Mais l'été, l'eau était trop basse. L'hiver, la glace obstruait l'embouchure du bief. Les résultats étaient décevants pour Barron. Regardez de l'autre côté de la rivière, à l'endroit où vous voyez la grande enseigne Klein & Tanker. C'est là que se trouvait le moulin de Percy Barron. Regardez maintenant à droite de ce bâtiment au niveau de la rivière. La sortie du bief prend l'apparence d'un simple fossé d'écoulement qui se déverse dans la rivière, mais il s'agit bel et bien du seul vestige visible du moulin Percy Barron et fort possiblement le plus ancien vestige d'Huntingdon. Vous êtes prêts pour une petite marche. Traversez le pont Walker, le petit pont de métal tout près, et rendez-vous à l'île Russell. Le pont Walker. Le pont Walker a été construit pour remplacer un pont en bois devenu vétuste et construit aux alentours de 1868. C'est notamment grâce à l'influence du député William H. Walker auprès du ministre des Travaux publics. Il accepta de financer 50% du projet, l'autre moitié sera assumée par la ville. C'est le 21 août 1911 que le contrat de construction fut accordé à la Phoenix Bridge Company de Montréal pour la somme de 6 625 $. Toutefois, les travaux ne seront complétés qu'à la fin de 1912. William H. Walker est né en Écosse. Son père avait été le premier révérend de l'église presbytérienne St. Andrew. La première école. Dès 1821, un personnage coloré entreprend de fonder une école qui compte 10 élèves. Les enfants Percy, Palmer et Hunter, mais paraît-il, les élèves préféraient l'école buissonnière à celle de M. Goodge. La première véritable école construite à Huntington avait un certain Davy comme instituteur. Elle fut construite vers 1825 en retraite de l'avenue Lorne, juste au sud du moulin Percy Barron. La maison Sears, au 16 avenue Lorne, est très certainement le presbytère méthodiste. Il s'agit certainement de l'une des plus anciennes habitations de la ville puisqu'elle date des années 1830. La première église méthodiste. Au coin de la rue Fairview se trouve la toute première église méthodiste. Elle fut convertie lorsque l'église unie fut construite sur la rue Châteauguay en 1880. Le lieu servira d'atelier à la fonderie Boyd. Remarquez l'inscription de la date dans le haut du bâtiment.
le BF. En traversant le petit pont qui mène vers l'île Russell, vous traversez en fait le BF ou canal qu'a fait creuser William Boron dans les années 1820 pour alimenter son moulin. Rendez-vous au bout de l'île pour observer le passage à gué. Le dernier grand conflit militaire en Amérique du Nord impliquant le Canada s'est achevé sur les rives de ce cours d'eau si paisible. Et oui, sur le bord de la rivière Chateauguay, durant les derniers jours du mois d'octobre 1813. C'était la bataille de la Chateauguay, et non la bataille de Chateauguay, comme l'ont repris maladroitement certains historiens. Elle s'est déroulée à Allen's Corner, à quelques kilomètres de Armstown. Je me présente, je suis le général américain Wade Hampton. Mes troupes de l'armée du Nord sont arrivées au lac Champlain le 19 septembre 1813. Notre mission est de prendre Montréal pour couper l'approvisionnement britannique vers le Haut-Canada. Notre intention est de remonter la rivière Richelieu jusqu'à Montréal. Général Hampton, les Britanniques et les Indiens offrent une très forte résistance à Oldelltown. Nous devons nous replier. Sonnez la retraite, Captain Fry. Que ferons-nous, général Hampton? Nous irons vers l'ouest, à Four Corners, général Izard. Maintenant, il y a 3 possibilités. Soit rejoindre le général James Wilkinson au Fort Covington et le lac Saint-François, soit descendre la rivière Chateauguay jusqu'à Montréal, ou encore revenir sur nos pas vers le lac Champlain, puis descendre la rivière Richelieu jusqu'à Montréal. Général Hampton, général Izard, Wilkinson croit tout comme vous que vous devriez descendre la rivière Chateauguay jusqu'au bassin. Il vous rencontrera avec sa flotte vers la fin du mois. Captain Fry, avisez les soldats que nous partons demain à l'aube. À vous autres, mon général. C'est ainsi qu'après 26 jours d'attente, nous sommes partis le matin du 21 octobre 1813. Le même jour, avec nos 4000 soldats réguliers, nos 10 canons et nos quelques cavaliers. Nous avons traversé la frontière de la colonie britannique en longeant la rivière Chateauguay. Nous étions précédés d'éclaireurs qui nous tenaient au courant des mouvements britanniques. Général de Watteville, nous avons repéré les troupes américaines de Hampton et Izard. Ils descendent la Chateauguay et seront là dans quelques jours. Quels sont vos ordres? Organiser un dépôt à la confluence des rivières Chateauguay et des Anglais. Installer un avant-poste à l'embouchure de la rivière aux Outardes. Dites au colonel de Salaberry de se rendre à Allen's Corner avec ses troupes et la milice. C'est là que nous attendrons les Américains. À Touston, j'ai ordonné au capitaine Fry de faire incendier le moulin de Truesdale. Pendant ce temps, Izard s'est approprié toute la récolte de pommes de terre de la ferme de Baxter pour ravitailler nos troupes. Hampton, mes éclaireurs ont repéré une petite rivière à l'est qui mène vers Armstown. Je crois que c'est la rivière aux Outardes. Je propose de prendre le flanc est et de traverser la forêt pour se frayer un chemin jusqu'à Armstown. C'est bon, Izard. Allez, on se rejoint dans quelques jours. Mon armée avançait lentement en raison de nombreux obstacles. Plusieurs arrêts ont été faits. Il fallait parfois défricher le passage. Parfois, les troupes s'embourbaient dans les sols boueux. Mes hommes travaillaient fort juste pour avancer. Finalement, lorsque mes hommes sont arrivés là où se trouve Huntingdon, j'ai donné l'ordre de traverser la rivière, car il y avait un passage à gué à la tête du rapide. Le voyez-vous? Regardez bien. C'est la petite chute qui traverse la rivière sur votre gauche. À cet endroit, le fond est solide. Je vous le dis, c'était vraiment une chance d'avoir l'occasion de traverser la rivière Chateauguay sans que les hommes s'y enfoncent dans le fond vaseux. C'est ce qui est arrivé.
Je le sais car je suis un des soldats qui a traversé la rivière. Nous avons passé la nuit dans le secteur. Le lendemain, nos troupes ont repris le trajet en vue de rejoindre Izard et les siens à Armstown. Les premiers hommes ont effectué la jonction avec le général Izard à Armstown le soir du 22 octobre. Les derniers sont arrivés le 24 octobre, 2 jours avant la bataille décisive de la bataille de la Châteauguay. Ce fut un triste jour dans ma carrière de soldat. Je suis Charles Michel de Salaberry. C'est moi qui commandais les troupes victorieuses qui ont affronté l'armée complètement épuisée des généraux Hampton et Izard le 26 octobre 1813. Je suis fier des miliciens locaux, des Amérindiens et de mes voltigeurs qui ont combattu courageusement et forcé le repli américain. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce fait d'armes, je vous invite à visiter le lieu historique national de la bataille de la Châteauguay, qui se trouve à l'est de Armstown. Garde à vous! La station 13 se trouve plus loin au 20 chemin Fairview. Vous pouvez profiter du parc et écouter la capsule ici. Station 13, le baraquement militaire. Bonjour, je suis le sergent Nash. Je suis officier responsable de la guérite du baraquement militaire de Huntingdon. Ici, tout le monde me connaît. C'est moi qui contrôle les entrées et les sorties. Le bâtiment que vous regardez en ce moment est l'ancien hôpital rattaché au baraquement militaire de Huntingdon. C'est l'un des seuls bâtiments encore visibles sur l'ensemble de 20 bâtiments. Presque tout a été démonté après la guerre. Le terrain du baraquement se trouvait sur l'ancienne ferme de la famille Vance. Une partie des terrains de la foire agricole de Huntingdon fut également utilisée comme champ d'entraînement. Près de 40 camps semblables furent érigés un peu partout au Canada. Je me présente. Je suis le colonel Brooke du centre d'entraînement de base de l'armée canadienne à Huntingdon. Ce centre a été construit de juin à octobre 1940. On a un problème, colonel Brooke. Qu'est-ce qu'il y a, colonel Mawson? Nous avons reçu une ordre du quartier général. Le camp doit être réorganisé parce que le cours d'entraînement des soldats est prolongé de 4 semaines. Ah oui? Quelle formation ont-ils ajouté, colonel? Maintenant, en plus d'offrir l'entraînement de base des recrues, nous allons aussi donner une formation en lecture de cartes, en technique de campagne militaire, en premiers soins, en tir, en culture physique et en maniement d'armes. Il faudra ajouter des bâtiments pour le matériel, colonel. Oui, et vite. Ainsi, à partir de février 1941, le camp a été réorganisé et devint le centre d'entraînement de base de l'armée canadienne, le CBTC numéro 41. L'entraînement des recrues dure maintenant 4 mois. Bonjour à vous. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes âgé entre 18 et 45 ans. Y a-t-il des francophones ici? Oui, mon colonel, je suis francophone. Alors, vous serez affecté au camp de Valleyfield. Voyez Sergent Nash immédiatement pour organiser votre transfert. Vous serez payé 1,30 par jour. Mais ne vous inquiétez pas, l'uniforme est fourni, vous êtes logé et nourri. Si je comprends bien les nouvelles directives, colonel, nous devrons former autour de 1000 hommes par année avec nos 100 officiers. C'est exact, colonel. C'est tout un défi, mais nous devons y arriver. À Huntingdon, un baraquement type est un bâtiment d'un étage, long et étroit, comprenant des douches et des toilettes. Il est conçu pour 50 hommes environ. Le camp comprend aussi une cantine, un réfectoire, des bâtiments administratifs et un lieu d'entretien des véhicules. Les officiers avaient même une piscine. À la fin de leur formation spécialisée, chaque recrue était assigné à son régiment pour enfin se rendre soit en France ou en Italie. Colonel Brooke, nous devrons passer rapidement des commandes aux marchands d'Huntingdon pour les nouveaux bâtiments. Nous aurons aussi besoin d'électriciens et de plombiers. Oui, mon colonel.
C'est vrai que l'entretien du camp fournissait du travail aux locaux et une clientèle aux marchands d'Huntingdon. C'était des années prospères pour Huntingdon. La police militaire était en liaison avec la police locale et patrouillait les rues de la ville les fins de semaine. Les bâtiments n'existent plus aujourd'hui. C'est le petit quartier paisible de la ville, appelé Garden City, qui l'a graduellement remplacé. La mémoire du camp serait complètement disparue, ne serait-ce de la présence de la Légion royale canadienne, ancien hôpital militaire du camp, situé sur le chemin Fairview. Voilà, votre visite est maintenant terminée. Nous aimerions remercier M. Philippe Descloîtres, enseignant d'histoire à l'école Arthur Pigeon, ainsi que ses élèves qui ont réalisé cet audioguide. Nous remercions pour leur collaboration les élèves de théâtre. Nous remercions également les enseignantes de français, Marianne Elie et Mélissa Lefebvre. Nous remercions le comité culturel de la MRC et M. Luc de Trémery, la ville de Huntingdon et M. Marc Lacroix. Nous remercions pour la musique M. Graham Dolby, le London Swing Orchestra, John Speed pour la pièce de Shady Tree, le Big Band de la BBC, le US Army Band pour les marches militaires, documents d'archives sonores, la Bolduc, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Willie Eckstein, les musiciens de jazz des années 20. Pour les documents visuels, Journal annuel de la Société historique de la vallée de la Châteauguay, archives du journal de Gleaner, Musée McCord d'histoire canadienne, l'Atlas Belden, collection Philippe Descloîtres, Bibliothèque nationale du Québec, Archives nationales du Canada, Letterie du Québec, Eastern Township Resource Center, iCollector.com. Enfin, merci à Alain Boisvert. La production de cet audioguide est réalisée par le Matou Noir.